Parfait. Donc, Marina Mayor au micro. Bienvenue à notre centre d'études herméneutiques. Aujourd'hui, nous avons une présentation tout à fait spéciale en provenance du Maroc. Le professeur Abdel Fattah Ezzine va nous présenter une étude de terrain sur les femmes et la vie quotidienne des femmes pendant la période de Covid-19. Donc, aujourd'hui, nous sommes accompagnés par il est accompagné par 3 collaborateurs du Space Mediation qui l'accompagnent. Donc Laila Krodaki, Mohamed El Fati et Kadisha Boussena. Alors, nous voulons d'abord remercier et aussi le professeur Cyril Connet qui nous accompagne de France. Hein, et qui bientôt présentera lui aussi quelque chose. Hein. Donc, nous le remercions. Eh bien, je ne sais pas si... Donc, je vais directement présenter Monsieur Abdel Fattah Ezzine, qui est professeur indépendant. Il a travaillé comme chercheur indépendant dans le Centre d'études universitaires africaines, euro-méditerranéennes et ibéro-américaines de l'Université Mohamed V. Il est coordinateur national du réseau marocain de sociologie. Il est coordinateur du réseau africain pour la migration et le développement et président de l'espace médiation. Il est spécialiste des questions de développement et de migration. Il s'intéresse à la méthodologie et aux droits de l'homme, la citoyenneté, les loisirs, la médiation en ce qui concerne la migration en général, y compris les catégories sociales en difficulté, l'exclusion, la précarité, la violence, la radicalisation et la gestion des conflits. Il occupe un poste de titulaire à l'ancienne IURS depuis l'année 1988, où il a dirigé plusieurs programmes de recherche en sciences humaines et sociales sur la jeunesse, la citoyenneté et la migration, couronnés par plusieurs publications. Il est également affilié au master Médias et migration, éducation et intégration des enfants et des jeunes en situation difficile, de la faculté des sciences humaines et des arts. Il a aussi été détaché en tant qu'expert auprès du bureau du conseiller de Sa Majesté le Sultan pour les affaires de planification économique dans le sultanat d'Oman. Et il a également été détaché auprès de l'École nationale d'architecture dans le cadre du programme de soutien à l'enseignement des sciences humaines aux architectes et il est consultant pour réaliser des études ou des rapports pour plusieurs agences des Nations Unies, UNICEF, UNESCO, CEA, OIM et agences régionales, ICESCO, LAS et ONG nationales, internationales et étrangères. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment on s'est connus avec le professeur Abdel Fattah. On s'est connus à Buenos Aires en mars de cette année dans le cadre du Forum mondial des droits humains où j'ai eu le plaisir de le connaître, de faire sa connaissance et ensuite nous avons continué à échanger à la distance pendant toutes ces derniers temps pour préparer cette réunion d'aujourd'hui. Donc, Abdel Fattah, je ne sais pas si vous voulez commencer directement et si vous voulez prendre la parole. Merci, Marina Maillard. Euh, Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous. Et d'abord, avant de commencer, je présente mes souhaits de bonne convalescence à votre directeur en mon nom et au nom de tous les membres de l'espace médiation qui présentent aujourd'hui cette étude qu'on a dirigée ensemble. Je vous remercie aussi, chère Marina, pour disons, cette connexion, parce que, comme vous l'avez dit, j'étais à Buenos Aires et dans le cadre d'un programme qu'on est en train de développer avec la direction interministérielle des droits de l'homme, où j'étais mandaté
à suivre et à être connecté à certains acteurs des droits humains pour essayer un peu de faire avancer nos chantiers. D'ailleurs, ce forum-là, il a été organisé, le deuxième, il a été organisé au Maroc avant de venir en Argentine. Et j'ai été mandaté dans le cadre de ce forum d'organiser toute une série d'ateliers sur le droit à la ville. Et là, on a essayé un peu, toujours, on est en train de travailler sur cette question avec la direction interministérielle des droits humains. Donc voilà le travail qu'on va présenter aujourd'hui, comme il a été, disons, comme on s'est mis d'accord sur ça, c'est le quotidien féminin sous Covid-19. Ce travail-là, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, quand on était en train de discuter de cette question des droits des femmes et tout, elle a été faite dans le cadre d'une approche que je vais essayer de démontrer. C'est une approche où on est en train de travailler avec nos étudiants dans le domaine en master et en doctorat à travers la formation par la recherche. Parce que, comme je l'ai constaté, que nos étudiants, non seulement au Maroc, mais dans pas mal de pays, ils sont formés à la recherche. C'est-à-dire qu'on leur apprend à utiliser les méthodes, les techniques, à élaborer leurs problématiques, mais généralement, ils avaient des problèmes d'utilisation, d'usage et aussi de réaction de chercheurs professionnels. Alors, Covid est venu et on a dit qu'il faut travailler, disons, sur une des questions à travers cette approche comme les étudiants on était en arrêt d'enseignement et donc on a commencé à voir ce qu'il y a à faire. Et du coup, cette problématique du quotidien féminin, vu que la majorité des étudiantes avait cette situation de vivre en famille 24 heures sur 24. Et donc, pour expliquer ou plus ou moins présenter ce travail qu'on a fait ensemble, j'ai déjà commencé à parler de l'idée du travail sous le couvre-feu sanitaire et comment on a essayé de transformer cette pause en une action intellectuelle pour réfléchir sur notre quotidien. Et comme vous le savez, généralement, quand on est en train de réfléchir sur un phénomène à chaud, on a toujours parfois des problèmes. Et donc, on n'est pas essentiellement dans le cadre, disons, d'un phénomène qui a terminé, disons, sa boucle. Et donc, on peut tirer les leçons, on peut en discuter. Peut-être aujourd'hui, c'est encore mieux, mais à ce moment-là, on était en plein dedans et on était, nous aussi, sujets et objets. C'est-à-dire, on est en train de travailler sur la chose et aussi, on fait partie on subit sous couvre-feu. Donc, je vais essayer de parler un peu pourquoi on a choisi cette thématique-là, le quotidien féminin sous Covid-19. J'ai déjà donné un de ces éléments, mais je vais retourner pour y parler plus. Je vais essayer aussi de parler de la question de la démarche qu'on a établie, le constat et bien sûr les perspectives de cette étude qu'on est en train de revisiter. Alors, je vais ne pas accaparer la parole, mais je vais donner les éléments essentiels et on est prêt à envoyer à tout un chacun qui lit l'arabe, le français, de lui envoyer la copie numérique. S'il nous contacte, vous avez mon adresse en bas, c'est là, c'est eaf.flh@gmail.com. Et si jamais il y a quelqu'un qui veut bien traduire le livre en espagnol ou dans une autre langue, on est prêt à lui donner, disons, le droit de la traduction. Et donc, on est dans le travail de créer tout un groupe, si on peut le faire au niveau international, autour de cette thématique-là pour voir un peu les impacts sur ces questions-là. Alors, l'idée du travail, elle a commencé, comme je l'ai dit,
15 jours après mon retour du Brésil, dans le cadre, disons, d'une série de conférences où j'ai essayé de mettre en place une coopération entre mon université Mohamed V et l'université de Pernambuco et la fondation Joaquim Nabuco. Euh, à mon retour, le Covid, je vais essayer de parler du Covid et non pas de la Covid, parce que déjà, quand on parle de la Covid, c'est toute une approche un peu genrée qui est mise en place ou qui, disons, féminise tout ce qui est catastrophique. Alors, c'est pour ça que je parlerai du Covid. Covid-19 commence à occuper le devant de la scène médiatique. Et donc, j'ai reçu une invitation, comme je suis membre du Forum social mondial, de certains amis qui ont créé Viral Open Space. C'était le 20 mars que le Maroc a déclaré le couvre-feu. Et le premier cas a été enregistré déjà. Le 25, j'ai reçu cette invitation. On a organisé une activité entre Espace Médiation et Réseau marocain de sociologie. On a fait une petite activité, on a fait l'évaluation et on a dit que voilà, il faut essayer un peu de développer cette question, surtout que ma présentation et le travail à laquelle ont participé avec moi certains jeunes chercheurs que j'encadre et certains collègues, c'était la culture de la maladie et la maladie de la culture. Comme vous le savez, avec dans le début de la Covid, on parlait beaucoup plus de plusieurs. C'est un châtiment divin, beaucoup plus c'est chinois, c'est la Chine qui était derrière tout ça. Chacun, on a commencé à ne pas craindre, à ne pas croire à la science. Et donc, on a choisi de parler de ça et du coup, dans nos débats, la question du quotidien féminin est sortie et elle était majeure. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où les femmes, avant on parlait un peu de liberté parce que plus ou moins il y avait la femme qui travaille hors de son foyer, mais quand il entre, c'est comme il y a eu une dichotomie entre ces deux. Mais maintenant, sous le couvre-feu, elle est au four et au moulin, comme on dit, et il doit faire tout le travail. Donc, avec ce poids-là, on a choisi le quotidien, mais on a demandé comment faire. On est sous couvre-feu, comment faire cette étude-là? Alors, comme vous le savez, ce quotidien, comme j'ai dit, il a été abordé sous la notion, disons, pardonnez-moi, il était abordé d'abord sous l'angle de la division, voir un peu la question de la division du travail et l'occupation des temps selon le sexe. Aussi, nous avons essayé un peu de le voir, disons, pour essayer un peu de donner on s'est concerté, on a dit qu'il faut donner la parole aux femmes et de les laisser parler comme ils le désirent. Et donc, dans ce cadre-là, les formes de parole, les prises de parole qu'on avait, on peut les répertorier en trois grandes catégories. On avait les femmes qui ont voulu parler de leurs conditions féminines en tant que femmes, sous forme de conférences disons, de débats ou d'interviews. Aussi, on a d'autres qui ont présenté des analyses de situation selon leur manière de voir ou selon leur activité, c'est-à-dire universitaire, société civile ou autre, tandis que d'autres intervenants parlaient beaucoup plus de leurs préoccupations sous Covid. Bien sûr, la manière de prise de parole, c'était à distance, à travers Zoom, l'application Zoom, mais on enregistrait tout cela sur notre plateforme Facebook, sur notre page Facebook. Et donc, on avait les questions directes et on avait aussi les questions que certains animateurs rapportaient des conversations et de ceux qui nous suivent sur Facebook.
Et donc, la démarche de notre méthode, c'était une démarche, comme je l'ai décrit, simple, mais tout en essayant de prendre les choses de manière un peu, de manière sérieuse, dans le sens où on était un peu vigilant vis-à-vis, vous allez voir si vous avez lu, ou ceux qui vont lire le livre, on était en train de discuter aussi bien les concepts que la terminologie, que les mots utilisés, les idées. Donc, disons, on a essayé de réfléchir à partir d'une chose que ce qui est certain a besoin de preuves. Alors, quand certaines femmes parlent de certaines situations où on n'a pas l'habitude de les entendre parler de ces choses-là, on demande plus d'informations, on demande plus de données, aussi on demande beaucoup plus d'explications, d'éclairages sur certains concepts, etc., etc. Aussi, notre démarche, tout en donnant la liberté aux femmes invitées, on était, disons, rigoureux dans le respect de notre hospitalité académique, en essayant un peu de suivre la femme dans sa manière et son choix de dire ce qu'il veut dire et comment le dire, mais en essayant aussi de respecter notre méthode, c'est-à-dire toujours aller poser la question sur les concepts qui demandent plus de clarté, qui demandent plus d'argumentation, et les expliquer, disons, et cette question de débat ouvert avec le hasard des intérêts des uns et des autres sur un phénomène à chaud, nous a révélé beaucoup de données et beaucoup d'éléments sur lesquels on est en train de retourner et de voir avec notre réseau qu'on est en train de former, s'il y a possibilité de comparer, de parler, parce qu'aujourd'hui on va parler beaucoup plus de mémoire, on va parler beaucoup plus, disons, de réactions lointaines, ce n'est pas comme avant. Et donc, la méthode aussi qu'on a choisie une fois qu'on a terminé ce travail-là, à partir des hypothèses mentionnées, on a demandé à tout un chacun disons, de retranscrire les textes et de les envoyer aux femmes pour les valider. Mais dans notre travail, on n'a pas envoyé le verbatim, c'est-à-dire on n'a pas envoyé, disons, disons, la conversation et la prise de parole que ces femmes ont fait. Quand il y a parce que vous savez, quand on parle, ce n'est pas comme quand on écrit. On a essayé de donner au texte un format qui répond aux critères de l'écrit et on leur a envoyé les choses avec le verbatim pour qu'ils puissent voir, parce que le verbatim audiovisuel, il existe sur la page Facebook, tout en les orientant à comparer, à voir et ajouter et à enrichir. Peut-être il y a des idées qui ont été ajoutées dans certains textes, d'autres idées qui ont été retranchées ou revues. Donc voilà, grosso modo, on était dans ce que nous appelons une écriture partagée. Cette écriture partagée, bien sûr, elle est le résultat d'un travail avec 12 femmes. 12 femmes, c'est 12 femmes avec lesquelles nous avons travaillé. Disons, ils étaient, on a envoyé à une trentaine, mais seulement 12 qui ont répondu. Et les 12 qui ont répondu, ils étaient répartis dans 4 continents. À savoir l'Afrique, on a l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, le RDC, Congo. L'Amérique, on a le Canada, une du Canada et une autre du Brésil. Et celle du Canada, c'est une chercheure qui est restée au Maroc sous le couvre-feu. Il est venu faire des études sur la migration maroco-canadienne. Aussi, on a de la Belgique et la France, de l'Asie, surtout des Arabes, des femmes des Émirats, une femme des Émirats arabes, une écrivaine journaliste, et une Omanaise qui est cinéaste. Et il faut noter aussi qu'on a eu, dans le cadre de ces femmes-là, il y avait beaucoup de femmes qui ont double nationalité et qui vivaient qui étaient soit en situation de migration, soit en situation, disons, de mobilité universitaire ou autre.
Et comme je l'ai dit, on a parmi cet échantillon, il y avait les universitaires, les avocates, et donc et en plus, ils représentaient des générations différentes. Leur âge varie entre 30 et 60 et plus de 60 ans. Donc, avec bien sûr des loisirs différents, des intérêts différents. Et donc, mais comme on va le constater, la majorité ont opté pour un interview après une brève intervention, malgré que d'autres ont choisi des conférences dans le sens académique du terme. Alors, ce sondage aléatoire nous a ouvert une fenêtre, comme on dit, mais cela nous permet d'avoir une idée sur ce qui s'est passé dans ce quotidien-là. Alors, le constat, je vais le livrer en 4 éléments. La première, c'est que ce travail collectif nous a donné, avec ces femmes-là, l'impact de cette révolution digitale et de ce que j'appelle moi personnellement, ces logiciels sociaux. Ce n'est pas seulement des médias sociaux, mais c'est des logiciels dans le sens où ils nous connectent et à travers leurs logarithmes et autres, ça c'est tout un débat qu'on peut ouvrir, c'est que depuis cette place du digital, des médias sociaux, a occupé de plus en plus le quotidien des gens et il a joué un rôle très intéressant. On a entendu parler, au début, le télétravail était réfléchi, mais ce n'était pas encore posé sur la table d'une manière aussi accrue qu'aujourd'hui. Mais le travail à distance, aujourd'hui, il est devenu monnaie courante, et, comme l'enseignement à distance et autres. Donc, la première chose qu'on a constatée, c'est que depuis cette pandémie, depuis ce couvre-feu international et au niveau du monde, disons, les médias, la technologie digitale occupent tous les interstices de la vie des gens et les encadrent. Et même, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de celui qui est connecté et celui qui est déconnecté. Donc, on est à jour quand on est connecté, on n'est pas à jour quand on est déconnecté. Donc, cette connectivité est devenue beaucoup plus une forme d'inclusion au monde et à cette mondialisation qui nous rassemble et qui impacte notre quotidien. La deuxième chose, c'est la perméabilité des frontières entre le public et le privé, c'est-à-dire que l'espace, au début, il y avait deux espaces, on les définissait bien et chacun ne connaît pas l'autre assez bien quand on est dans son espace public, à savoir, par exemple, une famille quand les enfants sortent au travail, à l'école, les parents au travail, chacun va s'occuper de ce qu'il a à faire. Mais le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, ils vivent 24 heures sur 24 avec le couvre-feu sanitaire dans la même enceinte, dans la même maison. Alors, il faut penser aux gens qui vivaient dans des espaces réduits. Ils sont nombreux, 4, 5 membres de la famille, ensemble, les enfants avec leurs différents âges et leurs choix, et donc jouer, etc., etc. La maman qui est parfois et généralement elle travaille hors du domicile, et là à gérer deux types de travail en même temps. Donc, et on a commencé à entendre même dans des hautes sphères de décision, par exemple, Guterres l'a dit, il faut politiser le privé, c'est-à-dire le privé est devenu politique, dans le sens où la vie ne se passe pas seulement dans l'espace public, mais il se passe aussi dans le privé qui était quelque chose qui n'a rien à voir, qui doit être respecté, c'est une intimité. Mais aujourd'hui, depuis cette pandémie-là et ce couvre-feu, la question de l'espace privé, espace public est devenue autre. Et surtout, les catégories les plus précaires. On a vu que les enfants, avec les femmes, ils étaient victimes de violences, de tout type de violences.
Euh, Parfois, les jeunes qui avaient des habitudes, leurs habitudes cachées des parents, de la famille, dans leur vie privée, dans leur espace public ou leur espace privé qui se passe ailleurs, hors de leur maison, hors de leur domicile, se trouvaient dans des situations, disons, qui parfois frisaient la violence. Et donc, cette transformation mérite à être suivie, à revoir un peu, à redéfinir ce qui est privé, ce qui est public, et aussi à revoir un peu les relations dans ces espaces. Aussi, à cela s'ajoute une troisième grande idée, à savoir, ou variable, c'est le poids de ce cumul des travaux domestiques et professionnels pour la femme. Et là, on a découvert, on a commencé à comprendre cette fausse, entre guillemets, division libérale du travail, où la femme, en sortant travailler dehors, il ne s'est pas libérée du travail et du joug, du travail domestique qui est basé sur et divisé sur, disons, la différence sexuelle. Et du coup, en retournant à la maison avec le couvre-feu sanitaire, et les femmes devaient, leur budget temps, leur quotidien est devenu très amer et il y avait beaucoup de pression psychologique et beaucoup de fatigue, beaucoup de tension, voilà. Et, et donc, c'est pour ça qu'on a reposé la question que j'ai énoncée au début, est-ce que notre culture est malade? Et comme notre culture elle est malade, il ne nous a pas offert des moyens pour parler qu'on a vraiment une véritable culture de la maladie. On l'a vu au début avec la théorie de conspiration, on l'a vu avec le châtiment divin. Plusieurs personnes en ont parlé. Et donc, on a vu ceux qui étaient plus ou moins contre tout contrôle de l'État parce que c'est pas vrai. La question aussi du vaccin. Donc, vous voyez que cette culture qui régnait, elle est malade. Pourquoi? Parce que, d'abord, nous qui parfois parlons de la science, de son rôle et tout, on a vu que les discours autour de la science, de la médecine comme science, il y avait beaucoup d'idées et les gens étaient tiraillés. Ce qui est vrai, ce qui est faux, les fake news, etc. Donc, vous voyez que tout cela nous a impacté. Alors, quelles sont les perspectives pour ne pas accaparer votre temps? Alors, le couvre-feu nous a démontré que la nature peut prendre son droit si l'homme reste convivial. Alors, on a vu dans le cadre de ce tableau triste que j'ai brossé, parfois des photos, des vidéos qui circulaient où, par exemple, la faune a repris sa part dans la ville, des oiseaux, disons, des ours, parfois des pumades. Disons que la nature, en l'absence de l'homme qui ne circulait pas ou qui circulait que rarement, a repris sa place et on a commencé même à entendre que aussi l'effet de serre commence à régresser. On a même entendu parler que la calotte glaciaire commence à se reconstituer, etc. Donc vous voyez un peu que cette convivialité, ce retrait de l'homme de la nature, ce passage de cette notion de l'anthropocène où l'homme contrôlait tout, a démontré que ça peut régler certains problèmes et ça peut aider. C'est une des perspectives auxquelles il faut réfléchir et qu'il faut prendre au sérieux dans des approches concernant le contre-productivisme, la notion de l'anthropocène et autres. La deuxième grande idée qui nous a intéressés et qui nous interpelle toujours et qu'on essaie de développer, c'est aussi la société ne peut pas marcher avec un seul pied. C'est-à-dire que la femme, la question de la femme et le genre, c'est une question intéressante qu'il faut poser sur la table. Et comme l'a dit, disons, l'agenda 2000,
30 que on ne peut pas marcher tout en laissant certains sur le trottoir. Et donc, la question de la femme, c'est une question qui doit, qui a elle est une question d'écologie culturelle, si j'ose dire. Et donc, il faut la prendre au sérieux, il faut la mettre sur la table, tout en essayant de discuter cette question privée-publique, division de travail, etc., etc. À la fin, une autre idée qu'on est en train de développer dans un autre cadre avec le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, c'est sans dépassement de l'hubris et la restauration de la justice dans toutes ses manifestations. Et comme je l'ai dit avant, la rupture avec le productivisme, tout ce qui soutient le loup, les perspectives n'annonce pas un meilleur avenir. C'est-à-dire que si on continue dans cette approche néolibérale, avec cette mondialisation galopante et qui dévore tout et qui est culturophage, euh, et qui se base sur le productivisme, sur un peu disons, ce consumérisme, parce qu'on a dépassé la société de consommation. Donc, l'avenir ne sera pas radieux. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas changer. Le premier exemple, la première idée que j'ai présentée, à savoir que le couvre-feu nous a démontré que la nature peut reprendre son droit si l'homme reste convivial. C'est pour ça que la convivialité reste, disons, une option à suivre et à discuter et apprendre. Et comme ça, peut-être, on peut dépasser d'autres pandémies et d'autres crises, parce que généralement, la crise, ce n'est pas seulement un moment seulement de crise dans le sens, disons, strict du terme, mais il propose des opportunités. Savons-nous les saisir? C'est la question sur laquelle nous travaillons et merci. Voilà. Merci pour vous et merci Marina et Assur. Bien, merci, merci beaucoup. Qui c'est qui veut s'occuper d'ouvrir le débat? Nous sommes accompagnés de Laila Klauti, de Mohamed El Fati, de Khadija Boussena. Donc, je ne sais pas si ils veulent aussi intervenir. Euh, Abdel Fattah, vous nous entendez? Donc, s'il n'y a pas de questions, ici, les collègues qui ont participé, les jeunes chercheurs qui ont participé avec nous à ce travail, s'ils ont des éléments à ajouter, qu'ils puissent le faire pour un peu aviver le débat. Laïla, Fatihi, Alors, il y a deux mains levées, puis il y a aussi Cyril qui oui, qui est demandait la parole. Par qui est-ce que vous voulez qu'on commence? Cyril, Khadija, Mohamed? Cyril, allez-y. On vous donne la parole. Cyril, votre micro. Ah, là, c'est bon. Je vous remercie, madame. Merci. Je voulais commencer donc par remercier toute l'équipe qui a organisé ce séminaire et puis surtout remercier Abdel Fattah, le conférencier, qui nous a bien informés de la situation des femmes sous le Covid. Alors,
J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt la présentation du collègue et je me suis posé la question de savoir si on arriverait au même constat si le statut des participantes à l'étude était différent. Parce que j'ai constaté que les femmes qui ont participé sont à peu près toutes des cadres. Est-ce qu'on arriverait au même constat si on avait comme participantes des ouvrières, des femmes dans le secteur du commerce, etc. C'est ma première question. La deuxième question, c'était un peu à titre informatif pour essayer de comprendre un peu euh, quel est quelle est l'importance au Maroc de la loi. Est-ce qu'on peut dire que les lois ont produit un certain progrès? Parce que je sais que les usages restent à peu près dans nos pays en Afrique du Nord, du Sud, à l'Ouest, les usages restent assez paternalistes. Alors, est-ce que dans le contexte marocain, on observe des progrès de la loi, justement dans le sens de garantir la parité homme-femme? Je vous remercie. Merci beaucoup, Cyril, pour cette question. Est-ce que le professeur Abdel Fattah veut répondre à la question? Euh, je pense, je laisserai la parole d'abord aux jeunes chercheurs, soit Leïla ou Boussena, à répondre et après j'ajouterai d'autres éléments si jamais le cas se pose. À vous la parole. Est-ce que, Allez-y, Khadija. est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend bien. Vous pouvez y aller. Vous avez la D'accord. parole. Bonjour tout le monde. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui à ce salon virtuel autour des quotidiens féminins sur COVID-19. Comme il a été précédé par le professeur Abdel Zine, cet ouvrage traite un sujet très important, c'est celui des vécus des femmes durant la pandémie de COVID-19. Comme vous le savez tous, la pandémie n'était pas facile pour tout le monde, hommes et femmes, surtout pour les femmes. D'ailleurs, plusieurs statistiques démontrent des femmes victimes de violences conjugales ayant des problèmes socio-économiques. Donc, l'importance de ces livres se manifeste dans la nature de sujets traités, d'une part, les profits des participants de la manière et la manière de la présentation qui sort de l'ordinaire, en d'autre part. Ce que je voudrais ajouter pour ne pas être trop long, déjà le professeur a tout dit à propos de cet ouvrage, mais ce que je voudrais ajouter, c'est à propos de l'importance de l'espace public au moment de la crise sanitaire. Parce qu'en absence de l'espace public, on ne peut pas savoir si une femme est violentée ou un enfant est maltraité. Et avec le confinement, le violent, c'est-à-dire le bourreau, n'a aucun contrôle dans son espace privé, en absence du regard de l'autre. Et en plus, les femmes violentées ne peuvent pas demander de l'aide ou aller à l'hôpital à cause du confinement. Cela avait un impact sur leur accès à l'espace public
et sont restés dans l'espace privé, cet espace où se passent des violences basées sur le genre, notamment les viols, les coups ou la violence en général. Donc, le problème rencontré en ce moment-là, c'est que l'accès à la police était limité parce qu'on était dans le cadre du couvre-feu sanitaire. Même l'accès à la justice a été problématique. Alors, c'était difficile de pouvoir rendre compte des questions de violence basées sur le genre. Ça, d'une part. Et pour répondre à la question de Monsieur Cyril, en quelque part, je vais céder la parole à Monsieur Abdel Fattah Zine pour ajouter plus d'éléments. Mais à propos des statuts des participantes, je crois que l'accès en ce moment-là du confinement était très difficile pour avoir l'accès aux femmes travailleuses, aux femmes ouvrières. Donc, c'était limité pour les femmes, euh, si on peut dire, les femmes travailleuses dans le domaine formel. Et dans le domaine informel, c'était très difficile d'avoir d'accès à ces femmes. Voilà, c'est ce que je peux dire à propos de cette question. Merci. Merci, merci beaucoup. Alors, je peux, si jamais Laïla ou Fatihi ne peut rien ajouter, je peux répondre à Monsieur Cyril. Laïla, vous avez des choses à ajouter? Fatihi? Bonjour à tous. Je pense que je vais éclairer quelque chose et ajouter quelque chose. Et après, vous cédez la parole, monsieur, pour euh, plus nous donner des éclairs, si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Oui, alors bonjour tout le monde. Merci au Centre d'études herméneutiques pour l'organisation de cette conférence. Bien sûr, M. Fattah Zine, dans sa présentation de ce travail, a éclairci plus mieux tous les côtés de ce travail-là. Aussi, moi, je veux seulement se focaliser sur deux points. La première point concerne la méthodologie et la deuxième point, c'est elle qui aura la relation avec la question posée par M. Cyril. C'est des constats qu'on a marqués de ce travail-là. Pour le premier point de la méthodologie, M. El Fattah a éclairé, je pense que dans la méthodologie, on a travaillé par deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui qui est éclairé par M. El Fattah Zine, ce qui concerne la méthodologie d'organisation des conférences, comment on a collaboré les informations, comment on a choisi, si je peux le dire, notre échantillon, mais on a aussi travaillé sur un autre niveau. C'est le niveau de nous comme une équipe de travail. Ce niveau-là, c'est comment on a discuté, comment on a élaboré le travail et le ramasser et le présenter dans un livre, ce qui est présenté aujourd'hui. Alors, dans ce niveau-là, je pense que on a de la première parler de deux points. Le premier point, c'est comment interpréter les sujets élaborés par les femmes. Et le deuxième point, c'est comment on a pensé la manière de travailler. Sachant bien que dans ce point-là, on a un paradoxe entre la norme du travail associatif, parce qu'on travaille dans le cadre de l'espace médiation, et aussi on a la norme de la recherche scientifique, parce que le but, c'est de réaliser un livre qui peut nous donner un point sur le quotidien féminin pendant le COVID-19. Alors, pour cela, on a essayé de mieux discuter entre nous et cela, ce côté-là montre l'importance de l'échange entre l'équipe de travail et la concertation. Et on a présenté notre travail dans la forme d'un rapport qui a gardé les principes et idées
qui sont annoncés par les femmes et aussi on a parlé des constats signalés par nous. Et pour cela, ça nous mène au deuxième point, ce qui concerne le constat. Pour les constats, on peut parler de trois niveaux de constat. On a le constat au niveau des macro, et cela, on parle de l'impact découvert sur les structures socio-économiques de la société en total, et les femmes aussi comme des acteurs dans la société. Alors, dans la pandémie, la société a changé toutes ses activités sociales et économiques vers les maisons. Alors, ça a impacté un peu le cadre relationnel du travail parce qu'on a importé ce qui est hors de la maison à la maison. C'est les relations de travail et les relations économiques. On commençait de les traiter par la technologie à la maison. Aussi, on a un niveau, d'autres niveaux, c'est le niveau micro qui a aussi qui a impacté les individus directement en parlant des mesures sanitaires prises à la maison, de l'éloignement, on parle aussi du contrôle sanitaire périodique. Alors, tout cela a aussi impacté les femmes parce que les femmes qui ont amené leur travail avec elles en maison, ils ont aussi des engagements dans la maison, c'est les engagements du domicile envers les enfants, envers le mari, envers le ménage. Alors, cela aussi a impacté la situation de la femme. Et bien sûr, tout cela a impacté la culture comme un autre niveau ou bien un troisième niveau qui s'élabore et qui a nous donné quelque chose pour parler de la situation des femmes comme un indice dans la société qui nous donne qu'il y a encore une vulnérabilité chez les femmes. Merci. Alors, si vous permettez, je peux répondre directement tout en remerciant les collègues d'avoir éclairé certains points à M. Cyril. D'abord, la femme, ou si vous voulez dire, il n'y a pas de femme type, mais les problèmes de la femme sont les mêmes problèmes de toutes les femmes. Ils changent seulement en ce qui concerne le degré ou, disons, le répertoriage. En plus, ces femmes-là avec lesquelles on a discuté et qui ont participé à ce travail, les 12 femmes de notre échantillon, c'était toutes des femmes qui suivaient des situations d'autres femmes et qui rapportaient les éléments concernant, par exemple, si vous lisez ce que notre collègue Pauline du Cameroun ou Odile Faye du Sénégal, et qui sont deux actrices de la société civile et qui gèrent des projets en faveur des catégories précaires et qui ont travaillé avec moi dans le cadre du réseau africain sur les questions de la migration. Ils rapportaient les éléments de ces femmes-là qui, du jour au lendemain, ils se trouvent surtout de la basse, de la classe la plus démunie, sans travail. À savoir, ce sont des femmes qui font du travail domestique ou des femmes qui font du petit métier et du jour au lendemain, avec le couvre-feu, ils se trouvent sans travail, légués à elles-mêmes. Et c'est au moins ces deux travaux, sans parler aussi, si vous lisez le texte de Madame Chafia qui a vécu à Paris, et c'est une Algérienne qui travaille avec nous aussi, ou le texte de Sarah, l'avocate militante politique, jeune avocate qui a des problèmes, qui a parlé beaucoup plus des problèmes des lois et surtout des problèmes, disons, d'accès à la loi en France. Donc, grosso modo, je ne pense pas que les éléments, les résultats vont changer. Peut-être ce qui va changer, peut-être, c'est le classement des problèmes. Mais grosso modo, je ne pense pas que ça a impacté la réalité et le quotidien de toutes les femmes. Donc ça, c'est la première constatation. Aussi, il faut mentionner une autre chose,
c'est que à travers notre travail, on avait aussi un veille stratégique, c'est-à-dire on suivait ce qui circulait sur le quotidien, autour du quotidien féminin dans les médias sociaux, à savoir YouTube, TikTok et autres. Et donc, si vous lisez l'ouvrage, vous allez voir une certaine analyse dans l'introduction et la préface où on a essayé un peu de remonter ces informations-là. Alors, concernant le Maroc, il est vrai que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas, surtout depuis la Constitution de 2011, n'est pas le Maroc, disons, qu'on a vécu, qu'on a appelé le Maroc des années de plomb. La loi a changé. Avec la Constitution, on est avancé. Aujourd'hui, il y a la question de la parité qui est sur la table et qu'on est en train de l'appliquer dans le cadre politique, à savoir la représentativité dans il y a la question de la représentativité et la représentation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de présenter les femmes, mais que ces femmes, dans diverses situations, soient l'échantillon, soient représentatifs de la réalité féminine. Et du coup, on a aussi aujourd'hui la parité qui est une sorte d'approche, disons, de discrimination en faveur des femmes, dans le domaine aussi bien de politique que dans le domaine, disons, concernant l'emploi ou autre. À cela aussi, aujourd'hui, par exemple, on est en train de débattre le changement de le code familial. Et quand on parle du code familial, aujourd'hui au Maroc, le code familial n'est pas seulement un code familial basé seulement sur l'islam, mais aussi il y a le côté de la communauté marocaine juive et qui est la première fois dans l'histoire du Maroc, il est intégré dans le même code familial. Et du coup, on est en train de discuter les relations extra-conjugales, on est en train d'étudier le droit. Par exemple, on a déjà aujourd'hui, la femme marocaine peut donner aussi bien sa nationalité à ses enfants dans les couples mixtes, mais aussi à son mari. Et ça, c'est des avancées qu'on n'avait pas avant. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes autour de certaines questions concernant cette émancipation de la femme, mais on est conscient qu'on est en train d'aller vers un projet de société qui est plébiscité à tous les niveaux de la société marocaine. Et il est majoritairement choisi, c'est le projet de société démocratique et moderne. Ça veut dire que cette modernité, ça ne veut pas dire suivre l'Occident, mais essayer de résoudre ces problèmes, ces handicaps, tout en se basant sur son héritage, sur son histoire et en l'ouvrant sur, disons, la réalité ici et maintenant. D'ailleurs, vous avez dans la Constitution marocaine, en préambule, on est peut-être la seule société africaine, arabe, qui reconnaît sa diversité identitaire. C'est-à-dire que le Marocain, ce n'est pas une race. Le Marocain, c'est une identité qui se nourrit de l'islam, du judaïsme, disons, de la méditerranéité, de l'africanité et autres. C'est comme aujourd'hui on le répète, le Maroc, ce n'est pas seulement l'Afrique. Si Mandela dit que l'Afrique est rainbow, c'est-à-dire arc-en-ciel, c'est le Maroc qui est le premier pays qu'il a appliqué dans sa constitution. Donc on est en train d'avancer, c'est vrai, il y a certains handicaps, disons, dans ce débat qui se fait avec un peu un islamisme qui voit parfois dans certaines avancées une sorte de danger pour un islam qui n'est pas inscrit dans les lois, mais un islamisme vous savez un peu comment les plaques tectoniques, entre guillemets, culturelles et idioculturelles bougent et impactent. Donc, aujourd'hui, les usages anciens sont en train d'être dépassés. Et donc, c'est un débat qu'on est en train de vivre en ce moment même au Maroc sur certaines questions et surtout qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le code
de la famille marocaine est sur la table parce qu'il y a certaines choses où la Covid, ou le Covid plutôt, nous a aidés à mieux les comprendre. Merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, professeur El Fati. Laura, avez-vous des questions? Bonjour, bon après-midi, merci beaucoup. Monsieur le professeur Ezine, ma question est assez brève. Vous avez évoqué à un certain moment la maison, c'est-à-dire la vie privée, comment la vie privée est devenue politique. Donc, c'est un des aspects qui me semble assez intéressant, en fait. Cette réduction, pour ainsi le dire, de la vie publique que nous avons vécue durant la pandémie a apporté comme conséquence une participation réduite ou inférieure dans des actions, des espaces, des initiatives publiques. Donc, je vous demande, est-ce que l'on a témoigné dans une modification dans ce qui est compris comme l'espace public une fois le couvre-feu éliminé? Presque totalement aujourd'hui peut-être, parce que comme vous avez mentionné que la vie familiale est devenue politique au sein de la maison, je me demande jusqu'à quel point cette vie politique du foyer, de la maison, est-ce que sa vie politique n'est pas peut-être une réduction de la vie politique publique? Est-ce que c'était une vie politique plutôt réduite euh, parce que finalement, il s'agissait des environnements, des endroits qui étaient plus réduits, avec un caractère public réduit aussi. Merci, Laura. Qui voudrait répondre à cette question? Leïla, Leïla, c'est vous, c'est à vous. Désolée, j'étais déconnectée et j'ai utilisé mon portable. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Oui, nous vous entendons, Leïla. Oui, nous vous entendons. D'accord. À propos de la question de monsieur concernant les interventions seulement des cadres, je ne sais pas si monsieur professeur Zine lui a répondu ou pas, mais je peux répondre de cette manière que selon l'intervention de notre invitée, Madame Pauline Machin, autant que juriste et actrice associative pour les droits de la femme et de l'enfant en situation en détresse au Cameroun, elle a bien, si vous voulez, présenter cette catégorie de femmes qui sont en situation diminuée et parce que son interprétation ou bien sa présentation était axée notamment sur un aperçu général, social et économique de la femme et surtout de la petite fille dans un contexte d'abord pré-Covid-19 en mettant en valeur certains points. Moi, je vais parler, je ne vais pas tout citer, mais je vais tirer l'attention sur quelques points. D'abord, la société camerounaise, et c'est une société patriarcale. C'est-à-dire, dès que la naissance d'une petite fille est née au sein d'une famille camerounaise, elle est considérée comme un fardeau économique. Deuxièmement, la fille n'a pas le droit à l'école. Et peut-être, M. Zine, il a parlé de ça, je ne sais pas. La fille, elle est, son avenir ou bien son destin, c'est le mariage précoce ou forcé, ou pour travailler chez des gens autant que femme domestique
Euh, donc, je peux dire ce qui accentue ou bien augmente leur vulnérabilité et devient victime de toute forme de violence, que ce soit une violence physique, que ce soit économique, que ce soit verbale, que ce soit physique, psychique ou sexuelle. Donc, la femme, elle est victime de tout genre. La fille camerounaise, moi je donne, parce que moi j'ai travaillé sur l'intervention camerounaise, c'est pourquoi je parle de la fille camerounaise. La fille camerounaise, elle est exploitée dans dans tout genre, que ce soit à l'école, que ce soit autant que cadre, au poste, au travail, chez elle. Donc, et dans le cas de divorce, la femme elle est délaissée de toutes sortes, de tout droit de maternité, ce qui lui pousse ces jeunes filles diminuer à la porte de la prostitution et évidemment avec ses corrélations pathologiques. Moi, je ne vais pas tout citer, mais un point très important, c'est que la femme camerounaise, elle n'a pas le droit euh, euh, il n'a pas le droit d'avoir un crédit bancaire, c'est-à-dire il n'a pas le droit pour développer un projet ou bien pour, ou bien pour avoir l'accès aux services financiers. Et donc, moi je résume pour être bref. Donc, la femme africaine reste dans une situation de discrimination. Elle est délaissée de ses droits, mais je peux dire que le Maroc, je peux répondre aussi à la suite pour le droit de la femme. Et lorsqu'on parle de la femme, on parle de l'enfant. Le Maroc, peut-être le Cameroun peut inspirer du modèle du Maroc, parce que le Maroc, il a trop progressé pour le droit de l'enfant, selon les conventions internationales de l'enfant. Et je peux dire que nous avons une caisse, puisque moi, je travaille dans un établissement de l'entraide nationale. Nous avons une caisse qui s'appelle la caisse de cohésion sociale. Cette caisse de cohésion sociale, elle est destinée pour le soutien social, pour aider les veufs. Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Pour aider les veufs, les divorcés et les mamans qui ont une charge des enfants pour le soutien scolaire. Nous avons aussi ce programme-là. Il indemnise les parents et il indemnise aussi les sociétés, les associations pour le transport, les cantines, pour les maisons d'Artalib et d'Artaliba. Et Là, il faut le dire en français pour qu'il puisse comprendre. Dar Talib. C'est la maison de l'étudiant, c'est c'est la la maison maison. de l'élève. Oui, c'est la maison d'Artalib. D'Artalib, c'est un mot en arabe, c'est-à-dire c'est un foyer ou bien une maison là où les jeunes étudiants ou bien les qui sont dans des campagnes ou bien dans des endroits loin de la ville De l'école. oui, de l'école sont pris en charge, sont pris en charge. Il y a une charge qui est journalière, il y a une charge complète. De la même pour la femme où nous avons parlé de la femme violentée, nous avons créé, ou bien le Maroc a créé un espace multifonctionnel, c'est-à-dire cet espace, il est destiné pour les femmes, pour la prise en charge des femmes qui sont violentées, que ce soit qui ont subi de la violence physique ou bien verbale, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que ce soit ou qui sont en détresse, soit ils ont subi de la violence de la part de leur époux, ou bien parfois de la part de leur famille, père et frère. Puisque nous avons parlé tout à l'heure, nous avons dit que nous sommes l'Afrique, elle est patriarcale. Donc, ces femmes-là, ils sont protégées, c'est un refuge pour elles,
Ils sont accueillis, ils reçoivent un soutien, de l'accompagnement, de l'orientation juridique et pour être intégrés social via un apprentissage d'un métier selon leur niveau de scolarité. Donc, nous avons aussi nous avons un programme Tessir. Ce programme Tessir, c'est un programme aussi de l'éducation nationale. C'est un Tissir, programme. excusez-moi, tissir, ça veut dire facilitation. Ça veut dire facilitation, oui, c'est un facilitateur, c'est un programme c'est un programme pour lutter contre le décrochage scolaire ou bien l'abandon scolaire de ces enfants-là parce que les parents, ils préfèrent, c'est-à-dire ils décrochent l'enfant, c'est-à-dire de l'école pour qu'il l'aide dans l'élevage ou bien la maçonnerie ou peu importe, ou bien pour avoir de l'eau, etc. Mais le Maroc a pensé à sa stratégie de TICI, c'est-à-dire facilitateur. Il leur donne, et il soutient les parents, ou surtout les mamans, avec un certain somme d'argent, selon le niveau scolaire de chaque enfant. Grosso modo, nous avons, c'est-à-dire le Maroc a progressé, elle a fait beaucoup sincèrement, il, il respecte, il essaie de respecter les droits de l'enfant et de la femme, mais ça reste beaucoup, il reste beaucoup encore de travail à faire et à œuvrer pour ça. Voilà. Pour ne pas être long, j'ai beaucoup de choses à dire, mais pour ne pas être long, j'arrête là. Merci. Vraiment. Merci Ça, Leïla. c'est très Peut-être il y a notre amie Pauline qui a levé la main. Je ne sais pas si vous pouvez lui donner la parole, parce que c'est une des actrices de la société civile qui a participé au travail, qui a été invitée à prendre la parole dans ce travail-là. Euh, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, professeur Abdetafa. Bonsoir à toutes celles qui ont pris la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? On vous entend, allez-y. Oui, on vous entend. Ok. Je vous remercie beaucoup. Je félicite vraiment le professeur pour ce qu'il a fait, pour la méthodologie, pour la présentation du travail, parce que cela m'a permis de poser un autre regard sur le travail qui a été fait. Vraiment, je félicite la qualité de ce travail et surtout sa présentation. Je remercie aussi Dalia, je ne sais pas si c'est Dalia qui vient de parler, parce que je comprends qu'elle est vraiment rentrée dans mon texte et dans mes souffrances. Effectivement, j'ai fait une approche d'avant Covid et d'après Covid. C'est vrai que la situation de la Covid, bon, je ne partage pas l'idée du prof par rapport au Covid ou le Covid ou la Covid, je préfère la Covid. La situation a été très, très, très exacerbante au niveau des violences basées sur le genre. Mais c'était très, très grave. Toutes les violences ont été touchées, toutes les violences. Et depuis 2020, il y a une autre forme de viol, qui s'est développée, la sodomie chez les petits garçons. Ce qui n'existait, du moins, c'est avec la COVID que moi, particulièrement, en tant qu'acteur de la société civile, je m'en suis rendu compte. Je reviens sur ce que Dalia vient de dire, les facilitations, tout ce qui est sur le plan, toutes les innovations au Maroc et tout. Franchement, chez nous, c'est plutôt de l'utopie. Je vais vous dire que dans tout le Cameroun ou dans la région où je suis, il n'y a pas de safe space, c'est-à-dire espace sûr, un endroit où une femme qui est bastonnée, qui subit les violences économiques et tout, peut aller se ressourcer. Ça n'existe pas parce que nous n'avons pas un soutien quelconque. Au contraire, nous sommes menacés. Cette semaine, je vous dis de lundi à mercredi de cette semaine, j'étais dans les commissariats avec deux filles de 12 et 15 ans qui ont été violées.
Mais il faut voir comment j'ai été insultée là-bas. Actuellement, je suis plutôt allée au niveau de l'hôpital pour m'assurer qu'on leur a donné la pilule du lendemain et qu'on les a mis sous traitement antirétroviral. Mais sur le plan des lois, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Vous parlez des droits des enfants. Ici, déjà au Cameroun, nous n'avons pas le code de la famille. Il faut que je vous le dise. C'est à l'Assemblée depuis plus de 10 ans. Il n'en est jamais sorti. On continue de parler de l'enfant adultérin, enfant légitime, l'enfant illégitime, l'enfant naturel à patrie, l'enfant naturel à maître. Voilà le poids que porte l'enfant camerounais aujourd'hui. C'est vrai, on essaie avec le protocole de Maputo de faire ci, de faire ça, ou la convention relative aux droits des enfants. Mais les enfants, on dit, quand un pays signe une convention internationale, automatiquement, il s'arrime aux mesures prises par la convention. Le droit des enfants dit l'enfant, c'est de 0 à 18 ans. Donc, à 18 ans, tout le monde est majeur. Or, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? La majorité, on a 3 majorités. La majorité pénale qui est de 18 ans, la majorité électorale qui est de 20 ans, la majorité civile qui est de 21 ans. Où voulez-vous qu'on puisse se mettre par rapport à ça? Vous avez parlé de parité. Nous n'en sommes pas encore là. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 30% de femmes. Mais est-ce que ces 30% de femmes sont vraiment représentatives? Quand elles ne sont pas déjà branchées actualité. J'ai dû faire un exposé devant ces femmes en 2020 sur les ODD, les OMD, les questions de génération égalité, les questions de coalition d'action, mais elles étaient complètement à côté, elles n'y comprenaient, elles n'y voyaient que dalle. Il y a même une qui est venue me dire, mais qu'est-ce que tu as dit que les ODD c'était quoi, les OMD c'était quoi? Franchement, les contextes sont tellement différents, tellement différents. Et tout ce que je retiens de la COVID-19, c'est la digitalisation de la vie, par exemple, ces rencontres Zoom comme celles que nous sommes en train de faire. Il y a de cela 10 ans, ce n'était pas possible. Avant la COVID, je ne savais même pas que ça existait. Et mon texte a été présenté vraiment via ce canal. Et je remercie beaucoup le professeur de m'avoir choisi pour présenter la situation d'Afrique centrale. Je vous remercie. Je n'aimerais pas être plus longue que ça. Bonne soirée et bonne continuation. Merci, merci Pauline. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose. Je ne sais pas s'il y avait des questions auxquelles on n'a pas répondu. Laura, est-ce que vous voulez poser une autre question? Professeur Abdel Fattah, est-ce que vous nous entendez? Professeur Ezine, vous nous entendez? Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je vous entends et je vous suis. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Professeur, vous voulez ajouter quelque chose? C'est Marina qui vous demande. Tout ce qu'il y a à ajouter, je vais seulement remercier l'équipe de nous avoir invités pour parler de cette question. Comme je l'ai annoncé au début, on est en train de penser à créer un réseau autour de cette question au niveau international. Je ne sais pas si votre centre est prêt à entrer en collaboration avec nous pour prendre en charge cette question. Là, quand j'étais à Buenos Aires lors du troisième forum mondial des droits humains, j'essaie de parler à gauche et à droite de ça, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu de réponse non seulement pour les Argentins, mais pour pas mal de participants. Aussi, comme je l'ai dit au début, pour toute personne voulant traduire, voulant d'abord lire ce livre, on peut le lui envoyer sous format numérique. D'ailleurs, il va être mis prochainement sur notre site web. On va ouvrir notre site web. Et aussi, si jamais quelqu'un décide de le traduire, c'est volontiers, on lui donne
le droit de le faire et de divulguer des informations. On reste toujours là pour répondre à ces questions-là et on est en train de développer certaines idées. Comme je l'ai dit, au moins les trois grandes pistes, perspectives sur lesquelles on est en train de travailler. Et voilà, merci pour votre invitation. Et non seulement pour vous, Madame Marina Mayor, mais aussi à Laura qui a suivi beaucoup de travail avec nous et toute l'équipe. Et comme je l'ai dit au début, mes souhaits d'une bonne convalescence pour votre directeur. Et Marina au micro. Alors, Cyril Koné a aussi réalisé un travail sur le Covid. Cyril Koné, professeur Koné, vous voulez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, nous parler de ce travail que vous avez réalisé sur le Covid? Merci, professeur Mayor. Je voulais ajouter à ce que j'ai entendu que de façon globale, hein, de façon générale, il faut dire que la situation de la femme, la condition de la femme en Afrique est une condition déplorable. Hein, et la COVID a accentué les difficultés et les souffrances pour les femmes, pour les Africaines de façon générale. Et du coup, pendant la COVID, moi, ce que j'ai cherché à comprendre, c'est est-ce que dans les contextes où on constate un progrès des lois, dans les contextes où on constate que des pratiques garantissent la parité entre hommes et femmes, est-ce que la situation du Covid, des femmes sous la pandémie Covid-19, est-ce que c'est une situation plus supportable? Je dois dire que mon papier qui a répondu à cette question dans l'ouvrage publié à l'Institut d'études avancées de Nantes, dans ce papier, donc, j'ai essayé de passer en revue un ensemble d'inégalités dont les femmes sont victimes. Je ne serai pas long là-dessus, c'est le fait que elles sont à la fois en train de s'occuper du foyer, en train de s'occuper des enfants, les aider pour leur apprentissage et en même temps, elles sont préoccupées par leur emploi. Donc, elles se retrouvent à avoir des journées excessivement longues. Les journées qui étaient déjà difficiles, écrasantes et pénibles avant la COVID se sont avérées encore beaucoup plus lourdes et surchargées d'activités sous la COVID. Et ce que je peux dire comme pour tirer une conclusion de cette situation, c'est le fait que cette surcharge d'activité rend les femmes en même temps inefficaces au niveau de leur emploi. Et on peut craindre justement que dans la mondialisation libérale, dans ce monde global où le capital et les sociétés, les entreprises cherchent à réaliser du profit, on peut craindre donc que les femmes soient déclassées au moment de la restructuration économique comme n'étant pas productives, alors que justement, en fait, elles sont victimes d'injustice. Donc, c'est un peu pour dire que, de façon générale,
c'est une situation au sud, en Afrique, qui est mauvaise, mais elle n'est pas non plus, elle n'est pas exagérément belle au nord. Pour ce que j'ai vu, beaucoup de femmes ont souffert de dépression pendant la pandémie Covid. En France, où j'ai été moi-même pendant toute cette période. Et du coup, je pense qu'il y a effectivement des enseignements qui doivent être tirés après cette pandémie. C'est justement de se dire qu'il est temps de faire quelque chose pour soulager l'humanité, tout en sachant que le bonheur simplement de la femme, c'est la condition du bonheur de l'humanité, parce que c'est elle justement qui booste la civilisation, c'est elle qui tient la vie et donc fait la famille, fait donc la joie. C'est en sorte un appel dans mon papier, c'était un appel à penser que finalement, avec la maladie, les faibles sont les premières victimes et que quand finit la maladie, il faut penser donc à renforcer les institutions qui protègent plus les faibles. C'est pour cela donc que il me semble que l'heure est venue de penser à la réparation et à l'amélioration des conditions de vie des femmes pour que justement la parité qui est l'horizon visé soit une réalité. Voilà ce que j'ai pu présenter dans ce papier.